explique, à mon sens, la crise des réfugiés aujourd'hui et qui crée même cette crise de réfugiés. Aujourd'hui, on entend parfois, et de plus en plus, auprès des dirigeants politiques, d'extrême droite, mais semble-t-il aussi de droite, puisque un collègue cet après-midi nous a cité une interview d'un candidat de droite français qui a cette même revendication, la revendication aujourd'hui de pouvoir dénoncer la Convention de Genève de 1951. Donc aujourd'hui, on va jusque-là, vouloir remettre en cause cette convention qui date de 1951. Pourquoi? En quoi pose problème la convention de 51? Parce qu'elle porte en elle surtout un principe qui est celui du non-refoulement à la frontière. Lorsque la personne arrive sur le territoire, qu'elle demande protection, on ne peut pas la refouler. Ce principe, alors malheureusement tous ces candidats ne savent sans doute pas que ce principe, il ne dépend plus seulement de la Convention de Genève, c'est un principe coutumier. Donc on est dans du droit beaucoup plus fort qu'un simple principe qui dépendrait de la Convention de Genève. Mais peu importe. Simplement pour vous dire que ce qui pose problème et ce qui est attaqué depuis près de 20 ans, c'est ce principe de non-refoulement. Dès la fin des années 80, dès le milieu des années 80, d'ailleurs l'époque de la constitution de l'espace Schengen, on a commencé à parler de ces faux demandeurs d'asile. Parce que le problème donc, posé par le principe de non-refoulement, c'est que puisqu'on oblige d'accepter tout le monde le temps de traiter la demande d'asile, eh bien effectivement c'est la porte ouverte à tous ceux qui demanderaient l'asile, mais qui finalement n'obtiendront pas le statut de réfugié et qui resteraient sur le territoire. Alors plutôt que de développer les moyens peut-être de mieux encadrer ceux qui resteraient sur le carreau, eh bien on a développé tout un ensemble de mécanismes pour qu'il soit beaucoup plus compliqué d'arriver sur le territoire. Et c'est aujourd'hui, à mon sens, ce qui crée totalement cette crise des réfugiés, puisque c'est parce qu'il n'y a aucun moyen de demander l'asile en amont, d'obtenir un statut et de venir de manière sécurisée en Europe, et de partager bien sûr les responsabilités, qu'aujourd'hui, d'une part, les personnes doivent faire ces chemins criminels, et qu'en plus, on en arrive ensuite à cette désorganisation totale en Europe, et à cette crise finalement, effectivement, à multiples égards de l'Union européenne. Alors, je ne veux pas être longue, je vais juste donner quelques éléments pour montrer en quoi on a voulu attaquer ou contourner l'obligation de non-refoulement. Déjà, dès le début des années 90, on a cette idée qu'il faudrait délocaliser la protection. Que même les personnes qui arriveraient sur place, qui arriveraient sur le territoire européen, eh bien, pourraient être renvoyées dans d'autres pays où on financerait la protection, c'est-à-dire assumer nos obligations de protection, mais financièrement, à distance. Ça, c'était surtout défendu par le Royaume-Uni, avec l'idée de portail d'entrée protégé, d'ailleurs à l'époque défendu par l'Allemagne également, au début des années 90. Et à l'époque, ça a fait un tollé. Donc, l'idée bon, a été représentée par la suite, mais beaucoup moins sérieusement. Mais en attendant, cette idée s'est propagée dans le monde et l'Australie a été la première à le faire en 2001 avec la solution pacifique, puisque en Australie, comme vous le savez, pas seulement les demandeurs d'asile, mais les réfugiés sont protégés dans des États tiers. Ça, c'était une première idée du début des années 90. C'est pour mettre en lumière que toutes les idées actuelles ont 20 ans. D'autres notions sont nées à cette époque, et notamment les notions de pays sûrs. Puisque vous avez parlé des pays d'origine sûre, mais à l'époque, on a aussi créé la notion de pays tiers sûrs, qui, du coup, permet beaucoup plus de possibilités, puisque même pour des personnes
qui viendraient de pays où on estime qu'il y a effectivement un danger, eh bien si ces personnes sont passées par des pays tiers où elles pourraient obtenir protection, eh bien on serait en droit de renvoyer ces personnes dans ces pays tiers. Alors ces pays tiers, l'idée de l'Union européenne, ce serait que ces pays tiers sûrs, ce soient tous les pays situés au pourtour de l'Union européenne. Donc où là on aurait finalement un glacis où jamais les personnes, si les personnes arrivaient sur le territoire, on pourrait toutes les renvoyer dans ce glacis. Je continue sur cette idée parce que ça nous explique l'accord avec la Turquie d'aujourd'hui. Ça, c'était la première, finalement, le premier rocher qu'on a pu poser, la notion de pays tiers sûr, qui est devenue ensuite pays de premier asile, qui est encore plus large. C'est-à-dire qu'on n'exige même pas que la personne puisse obtenir protection dans ce pays tiers, mais qu'elle puisse avoir une protection suffisante. Et il est très clairement précisé dans une directive européenne de 2005, refondue en 2013, la directive procédure, qu'il suffit que la personne, le demandeur d'asile, ait un lien suffisant avec ce pays tiers, où il pourrait donc obtenir une protection suffisante, c'est-à-dire pas forcément le statut de réfugié ni même une autre protection, mais simplement qu'on nous garantisse qu'il ne sera pas refoulé. Donc aucune obligation qu'il y ait des accès aux droits ou quoi que ce soit. Oui, du coup, là je suis allée un petit peu vite parce que nous étions en 1992 avec cette notion de pays tiers sûr qui a ensuite été reprise lorsque l'Union européenne a décidé d'harmoniser puis de communautariser sa politique d'asile. Et donc un ensemble de directives ont été adoptées pour harmoniser les droits des réfugiés, mais aussi harmoniser les procédures. Et dans ces procédures, justement, on a créé des possibilités, eh bien, de ne pas accepter, de faire un tri rapidement à la frontière, avec la création de procédures accélérées, avec la notion de pays d'origine sûr qui permet de refouler très vite un ensemble de personnes venant d'une liste de pays. Donc en reprenant la notion de pays tiers sûr, la notion de pays de premier asile, donc on a un petit peu bétonné tout cela pour préparer les possibles délocalisations par les réadmissions. Ensuite, on a négocié des accords de réadmission. Enfin, ensuite, parallèlement, on a négocié des accords de réadmission avec tous les pays tiers. Ça se fait avec... donc les États membres négocient des accords bilatéraux de réadmission avec les pays maghrébins, avec la Turquie, et l'Union européenne elle-même négocie les accords de réadmission. Aujourd'hui, donc, c'est ce qui se passe avec la Turquie. Donc, la Turquie est considérée comme un pays de premier asile. C'est le pays par lequel les Syriens passent, donc en vertu du droit européen. Tout État européen, on n'aurait même pas besoin de cet accord d'ailleurs, signé avec la Turquie. Parce qu'il y a déjà des accords de réadmission, des accords bilatéraux de réadmission entre les États membres et la Turquie. Tout État membre a déjà la possibilité de renvoyer vers la Turquie, si elle l'accepte bien sûr, les demandeurs d'asile qui sont passés par chez elle. Donc simplement cet accord sert juste à faciliter les choses, à légitimer. Voilà. Et je dirais encore 2-3 mots sur toute cette évolution. C'est qu'on a aussi créé, aux côtés du statut de réfugié, des statuts alternatifs pour... Alors, toujours dans cette idée que la Convention de Genève poserait problème. La Convention de Genève, effectivement, parce qu'elle prévoit un examen individualisé de chaque cas, pose problème, ou en tout cas ne serait pas adaptée aux flux, aux arrivées massives de réfugiés. Pourtant, l'Union européenne a trouvé une solution liée justement à ces afflux massifs de la crise yougoslave, de la guerre en Yougoslavie. Elle avait décidé qu'on créerait un statut de protection temporaire
en attendant de voir